Abonne-toi à la chaîne. Mets un j'aime si tu aimes la vidéo. Laisse un commentaire pour nous soutenir. Partage avec tes amis. Allez, aujourd'hui, on s'intéresse à Jean de La Fontaine. Et on va tout de suite mettre de côté l'image qu'on a de lui, celle des contes pour enfants. Parce que ces fables, en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un miroir d'une précision incroyable, un miroir tendu à la nature humaine, à la politique et à toutes les failles de la société. Faut se remettre dans le contexte. On est au XVIIe siècle, sous le règne du roi Soleil. La critique directe, c'est un jeu très dangereux. Ça pouvait coûter la liberté ou même pire. Alors face à ça, comment faire? Quelle a été l'astuce de La Fontaine? Et voilà son coup de génie. C'est tout simple, mais c'est brillant. En mettant en scène des animaux, La Fontaine a pu décortiquer avec une précision quasi chirurgicale les magouilles de la cour, les jeux de pouvoir, les faiblesses des gens. Le tout caché sous un déguisement parfait d'innocence. C'est une méthode incroyable pour murmurer des vérités qui normalement se crient. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Premier grand thème, le pouvoir, tel que La Fontaine l'a observé. Et ce qu'il nous dit sur les dirigeants et sur ceux qui sont gouvernés, eh bien, on va voir que c'est d'une actualité assez saisissante. Prenez par exemple les grenouilles qui demandent un roi. C'est un véritable avertissement politique. Voilà des grenouilles qui en ont marre de leur démocratie et qui supplient le dieu Jupin de leur donner un roi. Sa réponse, il leur envoie une bûche, un simple bout de bois. Au début, elles sont terrorisées, puis petit à petit, elles finissent par mépriser ce roi silencieux. Alors elles se plaignent, elles exigent un souverain qui agisse, et Jupin exauce leurs vœux, il leur envoie une grue. Et elle, pour le coup, elle agit, elle les mange, une par une. Et la morale, dite par Jupin lui-même, est absolument glaçante. C'est une mise en garde qui résonne à travers les siècles. De celui-ci contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. Une leçon terrible sur le danger de vouloir changer les choses, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Et quand le pouvoir disparaît, la fable « Le lion devenu vieux » nous donne une réponse d'une brutalité sans nom. Le roi de la forêt, celui que tout le monde craignait, n'est plus que l'ombre de lui-même. Et là, ses anciens sujets, enhardis par sa faiblesse, viennent régler leur compte. Le cheval, le loup, le bœuf, chacun y va de son petit coup. Mais le pire, l'humiliation suprême, est encore à venir. C'est au moment où l'âne, considéré comme le plus lâche des animaux, s'avance pour lui donner un coup de sabot, que le lion lâche ce cri de désespoir. La véritable agonie, ce n'est pas la douleur physique, c'est l'humiliation. L'humiliation d'être frappé par le plus méprisable de tous. Comme le dit le lion, c'est mourir une deuxième fois. Allez, on passe au deuxième grand thème, un art que La Fontaine a visiblement pris beaucoup de plaisir à explorer, celui de la tromperie, des masques et des fausses apparences. Dans Le loup devenu berger, on a un loup qui pense pouvoir berner tout un troupeau avec un simple déguisement. Il a la cape, le bâton, l'illusion est presque parfaite. Sauf qu'au moment de rassembler les brebis, il doit parler. Et c'est là que tout s'écroule. Il est incapable d'imiter la voix du berger. Et sa vraie nature, sa voix de loup, le trahit instantanément. La preuve que l'habit ne fait vraiment jamais le moine. Et alors là, on a un maître en la matière, le chat, dans Le chat et un vieux rat. Sa première ruse, c'est une mise en scène macabre. Il se pend par les pattes, il fait le mort, tout ça pour que les souris sortent de leur trou en toute confiance. Le premier piège a marché, mais le chat, c'est un artiste, il ne s'arrête pas là. Pour son deuxième acte, il change de costume. Il se roule dans la farine, il se cache dans le pétrin, et il devient une sorte de sculpture toute blanche, complètement immobile. Un camouflage quasi parfait. Mais il y a un mais. Un vieux rat, un vétéran qui a déjà perdu sa queue dans une autre histoire, lui, il ne tombe pas dans le panneau. L'expérience lui a appris quelque chose d'essentiel, la méfiance. Il regarde la scène de loin et il lance cette phrase géniale « Quand tu serais sac, je n'approcherai pas ». La morale est implacable. La méfiance, c'est la mère de la sûreté. Après avoir parlé du pouvoir et de la tromperie, La Fontaine, il retourne son miroir. Et cette fois, il le dirige vers nous, vers nos propres défauts, la vanité, l'avarice, l'entêtement. Le meunier, son fils et l'âne, c'est la démonstration parfaite de l'absurdité qu'il y a à vouloir plaire à tout le monde. À chaque fois qu'ils croisent quelqu'un, ils changent leur plan pour suivre les critiques. Et chaque nouvelle décision amène une nouvelle critique encore pire que la précédente. C'est une spirale sans fin qui mène tout droit à la folie. Et à la fin, complètement épuisé, le meunier arrive à cette conclusion qui est pleine de bon sens. Et bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père, c'est tout simplement impossible. La seule solution, c'est de s'écouter soi-même. Cette fable-là, elle nous a laissé une expression que tout le monde utilise. Dans Le renard et les raisins, le renard n'arrive pas à atteindre des grappes de raisins qui ont l'air délicieuses. Alors vexé, il s'en va en déclarant « Ils sont trop verts et bons pour des goujats ». C'est la naissance de l'expression « trouver que les raisins sont trop verts », dénigrer ce qu'on ne peut pas avoir. Et que dire de l'excès et de l'avidité?
La belette entrée dans un grenier en est une métaphore parfaite. Toute maigre, elle se faufile dans un grenier à grains, et là, elle se livre à un festin monumental sans aucune limite. Le problème, c'est qu'elle devient tellement grasse, maflue et rebondie qu'elle est maintenant prisonnière de son propre festin, coincée. Un rat passe par là et lui donne ce conseil qui est aussi cruel que logique. Pour sortir, il faut revenir à l'état d'avant. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Une leçon cinglante sur les conséquences de la gourmandise. Alors on en arrive à la grande question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces histoires, écrites il y a plus de 300 ans, nous parlent encore avec autant de force aujourd'hui ? D'abord, il y a l'ampleur de l'œuvre elle-même. C'est vertigineux. Avec plus de 240 fables, La Fontaine a dressé un inventaire quasi complet de tous les comportements humains, nos qualités comme nos défauts. C'est une sorte de comédie humaine en miniature. Mais leur vrai secret, la raison pour laquelle elles sont atemporelles, ça réside ailleurs. C'est dans une compréhension très fine de ce qu'on appelle la perspective. Et la fable, le lion abattu par l'homme, l'illustre à la perfection. Un lion tombe sur un tableau qui montre un homme en train de terrasser un lion. Et il fait cette remarque pleine d'ironie et de sagesse, la victoire aurait l'air bien différente si c'était les lions qui savaient peindre. La vérité, au fond, c'est juste une question de point de vue. Elle appartient à celui qui tient le pinceau. Et si les fables de La Fontaine durent, c'est parce qu'elles nous apprennent ça, à toujours regarder qui raconte l'histoire. Finalement, si ces fables sont éternelles, c'est peut-être tout simplement parce que leur monde, eh bien, c'est le nôtre. Le lion orgueilleux, le renard malin, le loup affamé, la fourmi travailleuse. Tous ces archétypes, ils sont autour de nous. Ils sont même en nous. La Fontaine n'a pas seulement peint son époque, il a dessiné une carte de l'âme humaine. Et c'est là-dessus que je termine. Les décors ont changé, bien sûr, mais la pièce au fond est la même. Et les acteurs aussi. La Fontaine nous a donné le loup, le renard, la grenouille, l'âne. Il suffit d'ouvrir les yeux pour se demander qui joue ces rôles aujourd'hui. Abonnement, j'aime, commentaire et partage, je t'en prie. Pour diffuser mes fables et ma sagesse.